Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire de ce journal, Emmanuel Macron, toujours dans le déni. Dimanche soir, le président s'est encore exprimé pour ne rien dire. Un numéro d'autosatisfaction et de mensonges qui aura une suite déjà programmée en juillet. Les séparatistes toujours à pied d'œuvre, à l'appel de plusieurs collectifs communautaires. Les manifestations contre le racisme se sont poursuivies ce week-end, toujours au mépris de l'état d'urgence sanitaire. Une situation que le président ne semble pas en position de régler. Et puis également dans l'actualité, le retour possible du virus du Covid-19 en Chine. C'est en tout cas ce que les médias de masse semblent affirmer après que plusieurs dizaines de contaminations ont été recensées à Pékin. Un scénario qui replace l'empire du milieu au cœur des problèmes sanitaires. Du vent et des mensonges, dimanche soir, Emmanuel Macron s'est exprimé pour revenir sur la crise sanitaire et annoncer les dernières mesures de déconfinement. Un numéro insipide censé rassurer les Français. Décryptage avec Élise Blaise. Du déni et de l'autosatisfaction. Voilà en somme comment résumer les 19 minutes 40 secondes de l'allocution dominicale d'Emmanuel Macron, suivie par 23 600 000 personnes. Depuis l'arrivée du virus, c'est la 4e prise de parole du chef de l'État. Un discours dont l'intérêt reste encore à définir. D'ailleurs, une autre prise de parole est d'ores et déjà prévue pour le mois de juillet. Quitte à ne rien dire, autant le faire en plusieurs fois. À plus forte raison que la prochaine prise de parole pourrait évoquer le remaniement dont tout le monde parle. Alors que l'épidémie de Covid-19 semble aujourd'hui maîtrisée dans notre pays, l'heure était au bilan. Un bilan pas très reluisant pour la Macronie. Pourtant, le président n'a pas hésité à consacrer la majeure partie de son allocution à faire un numéro d'autosatisfecit pour le moins audacieux. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée, mais je suis heureux, avec vous, de cette première victoire contre le virus. Le moment entamé avec le début du confinement n'avait rien d'une évidence. Si nous pouvons rouvrir le pays, c'est parce qu'à chaque étape de l'épidémie, chacun a pris sa part. Le Premier ministre et le gouvernement ont travaillé d'arrache-pied. Le Parlement s'est réuni, l'État a tenu, les élus de terrain se sont engagés. Le 16 mars, nous avons fait le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie en vous demandant de rester chez vous. Un choix qui n'avait rien d'humaniste et qui était tout bonnement contraint par l'affaiblissement de l'indépendance de l'État. C'est bien faute de masques, faute de tests, faute de places dans les hôpitaux que l'assignation à résidence appelée confinement a été décidée. Un arrangement avec la vérité qui n'aura pas été le seul de cette prise de parole. Et grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants et de toutes les équipes, l'ensemble des malades qui en avaient besoin ont pu être pris en charge, à l'hôpital ou dans la médecine de ville.
Une déclaration mensongère et honteuse au vu de ce qu'ont subi nos anciens pendant la période épidémique. Enfermés sans famille dans des EHPAD dont le personnel ne bénéficiait pas suffisamment de moyens de protection, ils ont été interdits d'hôpitaux, sacrifiés. Une situation que le gouvernement semble tenter de faire oublier en martelant ce mensonge selon lequel tout le monde aurait pu être soigné. Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, Emmanuel Macron, tous ont prononcé ces mots indignes qu'il ne faudra jamais oublier de dénoncer. Mais ce n'était pas le seul mensonge du dimanche soir. Nous avons su doubler en quelques jours nos capacités de réanimation, organiser des transferts de centaines de patients entre régions et avec les pays voisins. Avant la crise sanitaire, la France disposait de quelques 5000 lits de réanimation. 10 500 ont été promis pour faire face au Covid-19. Ils ne sont jamais arrivés. Le maximum atteint était aux alentours de 8000. Dommage pour un ancien banquier de ne pas savoir compter. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions. Non, le peuple n'a pas à rougir. L'exécutif, en revanche, rien n'est moins sûr. Au-delà de cette logorée satisfaite, Emmanuel Macron a fait quelques annonces, notamment le passage en vert de tout le territoire métropolitain, permettant notamment aux restaurateurs de rouvrir leurs salles. Une annonce de la veille pour le lendemain, à la manière de ce qui avait été fait pour la fermeture. Dommage pour ceux qui attendaient patiemment le 22 juin avant de reconvoquer leurs salariés. Les déplacements au sein de l'Union européenne sont également possibles depuis ce lundi. Les voyages hors de l'UE reprendront quant à eux à partir du 1er juillet dans les pays où l'épidémie sera maîtrisée, de quoi laisser la libre interprétation au gouvernement français. Le président a également déclaré que toutes les écoles et collèges rouvriraient le 22 juin et que l'enseignement serait de nouveau obligatoire. Une annonce révolutionnaire puisque les vacances scolaires estivales commencent le 3 juillet au soir, 2 semaines plus tard donc. D'un point de vue économique, Emmanuel Macron a clairement invité les Français à mettre un coup de cravache en affirmant, cela vaut ce que ça vaut, que les impôts ne seraient pas augmentés pour éponger le déficit. Le président mondialiste ne s'est pas non plus privé de sa tirade désormais habituelle sur la reconquête de l'indépendance, une souveraineté disparue qu'il aura pourtant largement contribué à brader sur ses 3 premières années de mandat. Cette allocution avait donc tout du numéro d'autocongratulation, oscillant entre mensonges délibérés et banalités sans intérêt. Emmanuel Macron est apparu étriqué derrière son bureau, satisfait de pouvoir parler, mais affligé de ne rien avoir à dire. Une manifestation d'importance contre le racisme et contre la police, des actions coup de poing contre ces manifestations, un président qui ne sait pas trop quoi faire et une police en colère. Le monde d'après ressemble au monde d'avant, en pire. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer le déni de justice. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. Assa Traoré, dans ses œuvres, la sœur de l'individu mort après une interpellation il y a maintenant 4 ans, a naturellement joué en faveur de la victimisation devant la foule rassemblée à Paris, place de la République, pour un rassemblement finalement statique. Une manifestation qui aura été marquée par un coup d'éclat d'une poignée de militants de génération identitaire venus déployer une banderole contre le racisme anti-blanc, une action qui n'a naturellement pas plu aux manifestants. Les manifestants qui prenaient part à un rassemblement illégal mais toléré par les peurs de Beauvau n'ont pas hésité à se cacher derrière le droit contre les identitaires. Ils n'avaient pas à faire ça, ils n'avaient pas à être autorisés à la mettre, cette banderole. Et la justice a fait que les voisins ont tout déchiré. Ça a été un geste magnifique qui a été applaudi. Un geste magnifique et surtout un peu romancé car les voisins n'avaient en réalité arraché que le bas de la banderole, le reste ayant été enlevé par un habile cascadeur participant à la manifestation. Une manifestation qui a accueilli certaines personnalités politiques dont Jean-Luc Mélenchon qui surfe dangereusement sur la vague Traoré, quitte à s'enfoncer toujours plus dans l'indigénisme qui a déjà bien abîmé son mouvement. Il faut premièrement que la police change ses comportements, que la hiérarchie assume sa responsabilité et il faut aussi que le commun puisse se reconnaître dans la police. Et pour ça, il faut qu'elle ait changé son comportement. Voilà, donc notre présence, c'est un geste d'union, de paix, de rassemblement du peuple français. Parce que c'est ça qui est en jeu. Si on laisse s'instiller l'idée que, à raison de leur couleur de peau ou de leur religion, certains peuvent être traités d'une manière indigne, alors ça n'est plus la France.
Une récupération dangereuse car il ne s'agit plus seulement de clientélisme électoral et difficile d'imaginer que les masses manipulées soient prêtes à être défendues par un vieil homme blanc. En témoignent d'ailleurs les leaders des manifestations. Le compère insoumis Éric Coquerel a quant à lui multiplié les communications sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à affirmer que les manifestants étaient plus de 150 000. Un décompte un rien irréaliste. En effet, si la préfecture parle de 15 000 personnes, il s'agirait plus raisonnablement de quelques 30 000 personnes. Une manifestation d'importance donc, et dont l'organisation était interdite jusqu'à ce que le Conseil d'État revienne samedi sur cette disposition de l'exécutif, telle une parenthèse. Emmanuel Macron, dans son allocution de dimanche soir, a réaffirmé qu'il fallait éviter ce type de rassemblement. Il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements, car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation du virus. Ils resteront donc très encadrés. Le président dit ainsi vouloir limiter les rassemblements alors même que le Conseil d'État a levé l'interdiction de manifester samedi, à croire décidément qu'il y a une exception juridique pour ce type de manifestation communautaire. Avant les 20 minutes pesantes du discours présidentiel dimanche, les Français ont donc pu être gratifiés du discours d'Assa Traoré, devenu l'égérie du mouvement de contestation en France, un mouvement qui oscille entre dénonciation de la police et défense d'intérêts ethniques et communautaires. Plus de 20 minutes de discours sans discontinuité avec la présence de traducteurs en langue des signes, des camions, du matériel sono, un discours bien rodé et des moyens importants en somme qui peuvent laisser entendre que de généreux donateurs appuient cette agitation. Peu de revendications concrètes dans le discours, si ce n'est l'interdiction de toutes les techniques d'immobilisation, mais une évidence saute aux yeux, la rhétorique d'Assa Traoré. Au fil des années, le discours a été pour le moins travaillé. En effet, il y a quelque temps encore, Assa Traoré n'hésitait pas à inciter au renversement du président de la République. Vous savez, en Afrique, ils vont renverser le président, il renverse le palais, il rentre dans le palais. Ça se passe comme ça en Afrique. Pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça en France? On est très nombreux, on est forts, on est puissants. Samedi, exit le palais de l'Élysée en flammes et bonjour le concours de victimisation. On ne dénonce pas la haine anti-flic. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la police française et les gendarmes françaises arrêtent de se victimiser et sortent de la victimisation. Ce ne sont pas eux les victimes, nous sommes les victimes. Et si ils sont de bons policiers, et si ils sont de bons gendarmes, je les attends, qu'ils viennent là, il y a plein de caméras, il y a plein de micros, qui viennent dénoncer le comportement de leurs collègues, tout simplement. Une évolution du discours tant dans le fond, plus fin, aujourd'hui, que dans la forme, avec beaucoup plus d'aisance et des éléments de langage devenus audibles. Mais alors, qui prête main forte au Traoré? L'appui d'Open Society, très actif dans les actuelles agitations pro-noires en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, est devenu limpide. Le grand réseau philanthropique créé par George Soros s'agite en coulisses depuis plusieurs mois et donne la tendance aux revendications actuelles via son site d'information opinion Open Democracy. Un site sur lequel on peut lire des articles au titre évocateur comme « La culture noire est dominante mais cela ne suffit pas » ou même un papier à destination de nos voisins britanniques « De quel monument la Grande-Bretagne a-t-elle besoin ?» Un article dans lequel l'auteur fait l'apologie du déboulonnage de statues. Sur ces fameux déboulonnages, la France n'a pas encore été atteinte et elle concerne surtout les pays anglo-saxons. Face au risque de voir des émeutiers généralement composés de militants noirs, largement appuyés par des groupuscules antifascistes blancs, s'en prendre au patrimoine historique, des groupes de protection de statues ont vu le jour en Angleterre. Un mouvement qui a passé la Manche, à Paris. Des militants de l'Action française s'étaient donné rendez-vous samedi pour une manifestation pour défendre les statues historiques de la capitale. Et si la France n'a pas encore vu de statues déboulonnées, les dégradations étaient au rendez-vous à l'image de la statue de De Gaulle des pavillons sous bois en Seine-Saint-Denis. Un risque de prolifération de ce type d'action est aujourd'hui possible. L'attaque contre des symboles historiques était jusqu'à présent réservée presque exclusivement à la mouvance d'extrême gauche et antifasciste, mais elle pourrait atteindre les communautés immigrées à force de battage médiatique et de manipulation. Face à ces troubles, le discours présidentiel a été double, comme souvent, avec d'un côté la réaffirmation de la sacro-sainte lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et de l'autre, une fermeté plus ou moins de façade face aux casseurs et agitateurs. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde? Non. Notre combat doit donc se poursuivre, s'intensifier, pour permettre d'obtenir les diplômes et les emplois qui correspondent aux mérites et talents de chacun, et lutter contre le fait que le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises.
Des dispositions pour l'égalité des chances qui pourraient bien virer à la discrimination positive et ancrer un peu plus la France dans son processus d'américanisation. Une manière de traiter le communautarisme qui n'a d'ailleurs pas fait ses preuves outre-Atlantique, à en croire les récents événements. Et comme il fallait bien un peu de en même temps, le président a tout de même affirmé qu'il n'y aurait pas de déboulonnage de statut en France. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible, d'une rive l'autre de la Méditerranée. D'une rive l'autre de la Méditerranée, ou l'art des formules creuses d'un président qui parle de l'Afrique comme d'un bloc. Et s'il n'a certainement pas convaincu les manifestants du week-end, de Paris et d'ailleurs, il aura encore moins convaincu les forces de police, très remontées contre l'exécutif. Elles manifestent d'ailleurs désormais régulièrement pour afficher leur opposition à l'exécutif qu'elles accusent de ne pas les soutenir. Et pour cause, les rassemblements contre le racisme à Paris et ailleurs ont une nouvelle fois fini avec des affrontements avec les manifestants, sans que le pouvoir en place ne fasse un quelconque geste pour la police. Pour le moment, le mouvement policier reste limité et se cantonne à des gestes symboliques comme jeter des menottes au sol. Des jets de menottes qui résonnent comme des avertissements auprès d'un État qui a solidement sollicité sa police et qui l'a défendu pour s'attaquer de manière très musclée aux gilets jaunes, mais qui semble aujourd'hui peu concerné pour lui prêter main forte face aux bandes ethniques. Une chose est sûre, l'agitation provoquée depuis plusieurs semaines par ce prolongement du mouvement pro-noir américain en France présente un réel intérêt pour l'État qui, pendant ce temps, n'a pas à justifier son attitude pendant la crise sanitaire et peut cacher, encore pour quelques semaines au moins, le désastre économique qui s'annonce. Le destin du Covid-19 et de la Chine sont-ils inséparables alors que l'épidémie semblait terminée dans l'Empire du Milieu? De nouveaux foyers de contamination apparaissent un peu partout sur le territoire. Un rebond qui pose question. Le point avec Élise Blaise. Près d'une centaine de nouveaux cas de contamination en 2 jours. Si le chiffre ne semble pas particulièrement important au regard de la population chinoise globale, il inquiète. En effet, l'Empire du Milieu n'avait plus enregistré plus d'une dizaine de nouveaux cas quotidiens sur son territoire depuis mi-avril. Si l'épidémie initiale était partie cet hiver de la province du Hubei à Wuhan, autour d'un marché alimentaire, cette fois, beaucoup de nouvelles contaminations sont recensées dans la capitale, Pékin, toujours autour d'un marché alimentaire. Un marché au gros du sud de la capitale où viandes et poissons sont vendus, parfois dans des conditions d'hygiène assez aléatoires. Le marché a été fermé depuis, à l'exception des commerces de fruits et légumes. Les autorités ont lancé une opération de dépistage massif des employés. Plus de 10 000 personnes ont déjà été testées. De quoi là encore relativiser les nouveaux cas de contamination. Pour autant, plus d'une vingtaine de quartiers résidentiels ont été de nouveau confinés. De quoi laisser entendre que le gouvernement chinois s'inquiète d'une reprise du virus qui finalement n'aura pas été vaincu par le régime communiste. Au début de la première vague, le porte-parole de Debout la France, Jean-Philippe Tanguy, revenait sur la gestion de la crise des Chinois, pas si idyllique que l'entend l'Organisation mondiale de la santé. On voit le bien en Chine, pourquoi ça a mal commencé, comme lors des dernières épidémies. C'est qu'une fois de plus, cette dictature communiste a voulu contrôler les choses, étendre, mettre des gens en danger, faire tomber des têtes, et puis au final, la vérité l'a rattrapé. Moi, j'étais atterré, ça je le dis, quand je constate que certaines personnes en France, soi-disant des grands démocrates, honoraient la Chine, M. Raffarin, de toutes les mesures exceptionnelles qu'ils ont prises, de construire un hôpital en 1 semaine. D'accord, mais s'ils n'avaient pas caché les choses et géré les choses correctement, ils n'auraient pas eu à construire un hôpital en 1 semaine. Donc on est dans la fascination de régimes dictatoriaux, inefficaces, et ça fait 3 fois quand même. Il faut quand même dire la vérité aux gens. Ça fait 3 fois qu'un foyer vient de Chine. Alors certes, il y a 1,5 milliard d'habitants en Chine, ce qui augmente les risques, les probabilités. Mais quand même, en Inde, l'Inde, il y a 1 million, presque autant de population, en plus avec un niveau de développement moindre, et il n'y a pas eu autant de foyers. Alors, il y a des raisons objectives à ça. Mais la vérité aussi, c'est que ce régime communiste... Moins de voyages, par exemple. Oui, ce régime communiste est une plaie. Donc il faut aussi arrêter d'être la serpillière, le paillasson de ces gens, d'avoir une espèce de fascination morbide pour des gens qui n'ont aucun respect pour leur peuple et qui font n'importe quoi. Des paroles dures qui se comprennent. En effet, il est vrai que la majorité des récentes épidémies sont venues de Chine.
Une réalité qui s'explique par la population particulièrement importante et massifiée dans certaines zones, mais aussi par une gestion des normes sanitaires relativement aléatoire. Un point crucial que l'OMS aurait à soulever, mais que les pays occidentaux devraient également intégrer. En effet, l'abandon d'une grande part de nos souverainetés à l'empire du milieu, notamment en matière de santé, pose de réelles questions. Au-delà de l'aspect stratégique et de la question du Covid-19, de tels transferts de production se font souvent au détriment des normes sanitaires, de quoi pousser nos dirigeants européens vers une réflexion globale sur les risques que ces politiques nous font courir. Et voilà, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Expédition punitive à Dijon. Après l'agression d'un jeune homme de 16 ans par des dealers dijonnais, plusieurs dizaines de personnes se revendiquant de la communauté tchétchène ont afflué de toute la France dans le but de venger la victime. Armés de battes et de barres de fer, ils se sont rassemblés place de la République en centre-ville. Les groupes s'en seraient pris à un bar à chicha soupçonné d'abriter les coupables de l'agression. Malgré une rencontre entre les représentants des deux communautés, à savoir tchétchène et maghrébine, pour apaiser les tensions, des violences seraient poursuivies dans le quartier des Grésilles où un homme a été touché par balle. Selon le procureur de la République, une dizaine de blessés seraient à déplorer. Des scènes de violence ont également eu lieu à Nice, également avec des Tchétchènes. Une enquête a été ouverte par la direction départementale de la sécurité publique et la police judiciaire. 2 casques bleus tués au Mali. Dimanche, l'ONU a annoncé que 2 soldats de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, ont été tués par des hommes armés non identifiés dans le nord du pays. Le convoi logistique était à l'arrêt lorsqu'il a été attaqué vers la commune de Tarkinte, au nord-est de Gao. La nationalité des victimes n'a pas été communiquée. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali. Si un accord de paix a été signé en 2015 avec les rebelles séparatistes du Nord, le Mali reste en proie aux violences des groupes djihadistes et aux tensions intercommunautaires. Les Français touchés par une nouvelle hépatite. Selon une première enquête épidémiologique au niveau national, plus de 200 000 personnes en France présenteraient une forme sévère de cette hépatite appelée NASH. Il s'agit d'une inflammation lente et silencieuse du foie provoquée par la malbouffe et l'excès de sucre. La NASH, qui finit par présenter les mêmes lésions que celles provoquées par l'excès d'alcool, est plus fréquente chez les personnes buvant plus d'une canette de soda sucré ou fumant plus de 10 cigarettes par jour. Conséquence, les greffes de foie sont reparties à la hausse à cause de cette nouvelle hépatite. La NASH est la 3e cause de greffe hépatique en France derrière la cirrhose alcoolique et le cancer primitif du foie. Un jeune entrepreneur dans le viseur de la justice suisse. Après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux en proposant de se faire de l'argent facilement grâce à lui, le jeune homme qui se fait appeler Jean-Pierre Fanguin va peut-être regretter sa mise en scène. Sur ses vidéos, on peut notamment le voir jeter une coupe de champagne sur la route ou encore conduire une voiture à plus de 150 km/h sur une route suisse limitée à 80. La police régionale de Lavaux, commune où a été tournée la vidéo de la coupe de champagne, a annoncé qu'elle va adresser un mandat de comparution à Jean-Pierre Fanguin avant de le dénoncer. De son côté, une porte-parole de la police du canton de Vaud a lancé des investigations pour les excès de vitesse. Jeudi, Jean-Pierre Fanguin indiquait ne pas avoir connaissance des procédures en cours, mais espérait que les conséquences ne seraient pas trop graves. Jean Raspail s'est éteint. L'écrivain, auteur notamment du Camp des Saints, est décédé samedi à l'âge de 94 ans. Hospitalisé à l'hôpital Henri Dunant à Paris, Jean Raspail avait reçu vendredi les derniers sacrements. Il était hospitalisé depuis la fin décembre et en raison de l'épidémie de coronavirus, sa famille n'a pas pu le voir jusqu'à ces derniers jours. Auteur de plusieurs dizaines de livres, l'écrivain a notamment remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1981, Pour moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, et le prix du livre Inter en 1987 pour Qui se souvient des hommes. Vous pouvez dès à présent retrouver les 2 entretiens que Jean Raspail a accordés à TV Liberté sur notre site internet www.tvliberté.com et sur notre chaîne YouTube. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom, Xavier Leguet présente son premier roman sur les Gilets jaunes, 1er décembre. On est face à des individus qui sont purement dans la délinquance et une délinquance qui au final est très très peu réprimée. Et de l'autre côté, on a des individus qui sont dans une contestation politique et on voit que les contestations politiques, pour le coup, font l'objet d'une répression bien plus importante. On a vu des gens se faire pousser, matraquer. On a même vu les forces de l'ordre arroser, j'étais à Toulouse je crois, arroser de gaz lacrymogène une place quasiment vide avec juste quelques promeneurs. Et dans le même temps, on a pu voir hier soir par exemple à Argenteuil et même pendant le confinement qu'il y a eu des scènes de violences urbaines assez importantes tout de même, avec une répression qui n'était peut-être pas à la hauteur des événements.
Ce soir, retrouvez Politique Éco, Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le président des éconoclastes, Philippe Béchat, pour évoquer la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Biot-de-Lochner. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter, de partager et de mettre un pouce en l'air en bas de cette vidéo. À demain, bonsoir. Il existe aujourd'hui 3 sortes de prophètes. Tout d'abord, ce que je pourrais appeler les faux prophètes. Ce sont les prophètes qui prédisent l'avenir, non pas en fonction de la réalité qu'ils imaginent, mais en fonction de leur propre idéologie. Ils disent en général à peu près n'importe quoi, mais sont en général très bien suivis par le système politico-médiatique. L'exemple caricatural des faux prophètes est évidemment Bernard-Henri Lévy. Par exemple, il prophétisait qu'au moment du printemps arabe, si la France et l'Europe accompagnaient ce printemps arabe, un univers radieux allait s'ouvrir dans la paix, le bonheur, la joie de vivre, le multiculturalisme heureux. La France a suivi le faux prophète et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont désormais déstabilisés, sans doute pour quelques dizaines d'années, quand certains pays ne sont pas purement et simplement détruits, et tout cela au prix de centaines de milliers de morts. Le faux prophète avait été écouté, la France avait suivi le faux prophète, et nous en paierons le prix pendant longtemps. La seconde catégorie de prophètes sont les prophètes qui, eux, prédisent le passé. Si tante Gertrude avait été élue présidente de la République en 2002, il se serait passé ceci, 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 cela, et puis ceci, 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 cela, et donc aujourd'hui nous serions là. Ou bien, si oncle Gérard avait été Premier ministre de Sarkozy, il aurait fait ceci, 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 cela, ou bien ceci, 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 cela, et aujourd'hui nous en serions là. Alors l'avantage pour ces prophètes, c'est que personne ne pourra jamais discuter de ce qu'ils racontent, puisque c'est le passé. Donc ces prophètes n'ont pas un grand intérêt, avouons-le. Et puis il y a la troisième catégorie des prophètes, qui sont les vrais prophètes, les prophètes d'exception. Ceux qui disent et écrivent ce qui va se passer dans le futur, et que l'on peut vérifier de dizaines d'années en dizaines d'années, et l'on s'aperçoit qu'ils ont raison. L'exemple extraordinaire de ces vrais prophètes est donné par Jean Raspail, qui vient de nous quitter. Jean Raspail, l'extraordinaire prophète qui, dans une langue magnifique et dans un certain nombre de romans d'exception, a traduit l'évolution ou de la France ou du monde telle qu'il la voyait, et l'on s'aperçoit que de livre en livre, de chapitre en chapitre, tout ce qu'il a écrit se montre absolument réaliste. Son livre exceptionnel, connu évidemment et surconnu, Le Camp des Saints, traduit, écrit il y a un demi-siècle, traduit exactement ce qui arrive à la France depuis un demi-siècle. Et nous en sommes aujourd'hui, nous nous approchons tranquillement de la fin du livre. Tout ce qui est écrit correspond à ce qui s'est passé, et toute la fin du livre correspond probablement à ce qui se passera, sauf si bien sûr un jour la résistance arrive à triompher de ces forces de déconstruction qui favorisent l'invasion de la France par le tiers-monde, décrite dans ce fameux livre Le Camp des Saints. Il nous faut rendre un vibrant hommage à Jean Raspail, qui a été un acteur majeur du monde de la résistance et qui nous a donné un message extrêmement fort: ne jamais cesser de résister pour que la France continue de vivre. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.